Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, je suis ravie de vous accueillir dans ce 7e épisode de Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Vous le savez maintenant, dans ce podcast, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse. Je suis passionnée par la liberté financière et tout ce qu'elle apporte de positif. J'en profite pour vous remercier, vous, mes très chers abonnés, vous qui me suivez depuis mes débuts et vous, les nouvelles. Merci pour votre confiance et merci d'être là. Sachez-le, pour moi, ça compte vraiment beaucoup. Aujourd'hui, j'ai un épisode un peu spécial et intime pour vous. En effet, dans ce 7e épisode, nous allons parler des erreurs de consommation, celles que j'ai moi-même faites et comment j'ai appris à les éviter. Vous le savez certainement, on apprend souvent en faisant des erreurs, hélas, mais si vous pouvez éviter celles que j'ai faites, alors ce podcast aura déjà rempli sa mission. Dans mon livre Fini les dettes et à travers certains épisodes de ce podcast, je vous ai parlé de méthodes concrètes pour vous libérer de vos dettes et je continue de le faire. J'ajoute aussi des outils pour que même après des erreurs, vous puissiez avancer sans culpabilité et surtout en ayant des clés pour les éviter à l'avenir. Cet épisode, ce 7e épisode du podcast Fini les dettes se divise en 3 parties. Partie 1, mes plus grosses erreurs et vous en faites peut-être certaines vous-même. Partie 2, se pardonner et progresser. Partie 3, le bilan. Évidemment, et comme toujours, mesdames, je vous invite à prendre des notes. Bien entendu, cet épisode et tous ceux du podcast Fini les dettes restent disponibles sur ma chaîne YouTube. Toutefois, lorsque vous notez, lorsque vous écrivez, que vous prenez intentionnellement des notes, vous êtes déjà dans une phase d'apprentissage. Je vous laisse vous installer, mesdames, et nous allons pouvoir commencer. C'est parti. Partie 1. Mes plus grosses erreurs et mes meilleurs conseils pour que vous ne les fassiez pas ou plus jamais. Comme beaucoup de personnes, j'ai fait de grosses erreurs de consommation. Des erreurs qui m'ont coûté très cher. Alors certes, on peut se refaire une santé financière. Mais se tromper lourdement, ce n'est pas confortable. Surtout quand on s'en rend compte parce que là, très souvent, hélas, on culpabilise, on s'en veut et on se trouve nul. C'était mon cas. Mes erreurs m'ont fait perdre beaucoup d'argent, parfois aussi beaucoup de temps et de l'énergie. Et puis, très honnêtement, ça m'a fait perdre confiance en moi, en ma capacité de jugement et de prise de décision. Voyons tout cela en détail. Petit 1, l'erreur du je me fais plaisir, je le mérite. Cette première erreur de consommation, c'est celle que beaucoup d'entre nous connaissent. Se récompenser avec un achat quand on vit une réussite ou un moment de stress. J'ai appris souvent à mes dépens que ce type de comportement crée un cycle de gratification instantanée, mais aussi des trous dans le budget. Dans mon livre Fini les dettes, je parle de stratégies pour célébrer sans que cela impacte vos finances. Cette stratégie financière est toute simple, c'est la création et le suivi du budget mensuel. Il m'arrive encore aujourd'hui de vouloir me récompenser après une journée difficile, par exemple, ou quand je passe un cap dans l'une de mes activités. Mais je le fais différemment. Je le fais plus intelligemment et plus simplement, avec ma boisson préférée, entourée des gens que j'aime, ou avec quelque chose de plus onéreux et qui me fera toujours plaisir quand j'y repenserai ou que je regarderai cet objet. Voici ce que je vous conseille. Prenez petit A. Prenez le temps de savourer votre victoire autrement qu'avec un achat. Par exemple, faites une balade dans la nature, écrivez dans un journal de gratitude, ou bien plus simple encore, passez du temps avec vos proches. Petit B. Réservez les récompenses financières, c'est-à-dire celles qui coûtent de l'argent, pour les plus grandes victoires. Et là, choisissez votre récompense en fonction du travail accompli ou des efforts que cela vous a demandé. Exemple, vous avez trouvé le boulot de vos rêves, bravo, fêtez ça avec vos proches, tranquillement à la maison. Clairement, ne dépensez pas d'argent avant votre première paye. Un autre exemple, vous avez travaillé longtemps sur un projet de grande envergure, vous avez tenu bon même quand votre seule envie était de tout abandonner. Là, encore bravo, vous pouvez vous offrir un voyage, un beau bijou ou un bel accessoire, quelque chose qui vous tente, qui vous fait envie depuis longtemps et que vous saurez apprécier même longtemps après son achat. Petit 2, l'erreur des achats
utiles, entre guillemets, qui s'entassent. Je vous en parle dans mon livre Fini les dettes. J'aime les bougies. J'adore les bougies. Pour moi, les bougies sont jolies, c'est un bel objet de déco, pratique et fonctionnel, elles émettent une jolie lumière tout en dégageant de la chaleur. D'ailleurs, avec les bougies, on peut facilement gagner quelques degrés supplémentaires, ce qui évite d'allumer le chauffage à fond. Et donc, on économise sur les frais de chauffage. Le problème, c'est que j'en achetais des tonnes. Je faisais la même chose avec la vaisselle d'ailleurs. Et le problème avec les achats que l'on pense utiles, mais qui ne le sont pas véritablement, c'est qu'ils finissent par s'accumuler et prendre la poussière. Parce que, soyons honnêtes, on n'utilise pas tout ce qu'on achète, sauf si on est minimaliste. Ce qui n'était pas mon cas et ça ne l'est toujours pas. Les achats utiles, entre guillemets, qui s'accumulent, il y en a des tas. Ça peut être des accessoires de mode, de la décoration, souvent mal assortie d'ailleurs, des boîtes de rangement, des ustensiles de cuisine, des vêtements basiques qu'on n'a pas encore ou qu'on pense ne pas avoir, ou même de la nourriture. Ce type d'achat pose deux problèmes. Premièrement, même si le montant à l'achat semble petit, c'est l'accumulation de ce type d'achat qui fait grossir la facture. Résultat, on dépense beaucoup d'argent, parfois de grosses sommes, comme des centaines ou des milliers d'euros, sans s'en rendre compte. Voici un exemple concret. Il y a des gens qui achètent des tonnes de sacs à main, des tonnes, et mais qui n'en portent qu'un seul. Tous les autres sacs s'entassent dans un placard et n'en sortent jamais. C'est la même chose pour les vêtements ou les bijoux. Même les bijoux de pacotille, donc qui coûtent peu cher à l'achat, finissent par représenter une petite fortune quand on les accumule. Deuxièmement, le fait d'accumuler ce genre d'achat, toutes ces choses qui nous semblent utiles et indispensables, cache un souci majeur. Un problème plus important. Ces achats, ce sont souvent des achats impulsifs, comme moi avec les bougies. Dès que j'en voyais, il fallait que je les achète. Parfois même, j'allais dans un magasin spécifique parce que je savais qu'on y vendait des bougies à petit prix. En réalité, ces achats nous occupent l'esprit. C'est comme une drogue qui nous empêche de faire face aux vrais problèmes de notre vie. Quand j'achetais des tonnes de bougies et d'autres choses tout aussi inutiles, comme des tas de vêtements pour mon enfant en bas âge, et je vous garantis qu'une enfant de 2 ans n'a absolument pas besoin d'avoir 15 robes, 20 collants et autant de pulls et de pantalons, hein, eh bien, à cette époque, donc, je n'allais pas bien. Je vous en ai déjà parlé, je vivais avec un homme violent, je détestais mon travail et j'avais de gros problèmes financiers. Ces achats, c'était comme ma récréation. Un moment où je me coupais du monde et de la réalité dans laquelle vivais. Pardon. Pour étayer mes propos, et ça va peut-être vous rassurer, vous n'êtes pas seul, voici quelques données chiffrées issues des sites Web Tribunal et Monésine. Environ 80% des consommateurs déclarent avoir déjà effectué des achats impulsifs. Aux États-Unis, les consommateurs effectuent en moyenne 6 achats impulsifs par mois en 2023, une diminution significative comparée aux 12 achats impulsifs par mois observés en 2021 et 2022. Concernant les produits les plus achetés de manière impulsive, les vêtements 55%, les articles ménagers 42% et les chaussures 32% figurent parmi les catégories les plus courantes. Les aliments et les livres représentent également une part importante des achats non planifiés. Concernant l'impact financier, en moyenne, un Britannique dépense 416 livres, environ 485 euros par an, en achats impulsifs, dont 184 livres pour des articles qu'il regrette d'avoir achetés. Aux États-Unis, les dépenses mensuelles moyennes pour des achats impulsifs atteignent 151 dollars, environ 143 euros en 2023. Et ce sont des montants par mois. Les achats impulsifs sont souvent motivés par le fait de se sentir mieux ou de se récompenser et ils sont associés à des périodes de stress ou d'anxiété. Cela peut tout à fait expliquer pourquoi 56% des consommateurs regrettent au moins une de leurs décisions d'achat impulsif. Ces achats impulsifs ont évidemment un impact environnemental. Au Royaume-Uni, les achats impulsifs dans des catégories comme les articles ménagers sont responsables d'une empreinte carbone importante. On estime que ces habitudes pourraient générer jusqu'à 44 milliards de kilos de carbone en 2023, notamment en raison de l'achat d'articles neufs plutôt que de produits anciens. Vous voyez, ces chiffres illustrent l'impact des achats impulsifs sur les finances personnelles et soulignent l'importance d'une gestion proactive pour éviter les dépenses souvent inutiles et regrettables.
De plus, je pense que vous comprenez mieux l'idée que maîtriser votre comportement d'achat peut être un pas décisif vers une meilleure santé financière. Et enfin, nos actes, même les plus anodins, peuvent avoir un lourd impact sur la planète. Voici ce que je vous conseille de faire. Faites un état des lieux de ce que vous possédez déjà. Ainsi, vous saurez quel est votre matrimoine. Parce que, comme je vous l'explique dans le livre Fini les dettes, tout ce que l'on possède et qui ne se consomme pas entre dans le patrimoine ou matrimoine. Patrimoine, je vous en ai déjà parlé dans un précédent épisode, il me semble. Patrimoine vient du mot pater, ce qui appartient au père, donc à l'homme. Matrimoine vient du mot mater, ce qui appartient à la femme, donc à la mère, donc à la femme. En conséquence, votre mobilier, votre vaisselle, votre linge de maison, vos vêtements, vos bibelots, vos accessoires, votre électroménager, vos stylos et vos cahiers, vos livres, vos jouets, etc., tout, absolument tout ce qui vous entoure et qui vous appartient constitue votre richesse. Littéralement. Rangez vos armoires, faites du tri, mettez en avant les choses qui vous appartiennent et qui vous plaisent vraiment. Faites de votre maison, de votre foyer, de votre intérieur le plus bel endroit du monde avec ce que vous possédez, de ce que vous possédez déjà. Prenez votre temps. Je vais vous faire une confidence. Cet épisode tombe bien pour moi parce que ces dernières années, j'ai été tellement préoccupée par le travail, par bâtir la vie à laquelle j'aspire, que je n'avais pas l'énergie pour nous créer, à ma famille et moi, un foyer douillet. Alors certes, notre maison est confortable, mais ça ne ressemble pas encore à ce que je veux. Maintenant que mes enfants ont grandi et que j'ai moins besoin de travailler, je vais pouvoir me concentrer dessus, en utilisant d'abord ce que j'ai. Je vous conseille de faire pareil. Prenez le temps de choisir ce que vous voulez garder, si vous voulez le ranger et où, et si vous voulez l'exposer et où. N'achetez que des choses qui vous plaisent et qui vous vont. Ça, c'est valable tant pour la mode que pour tout le reste. Sincèrement, arrêtez d'acheter des chaussures qui vous bousillent les pieds ou des jeans dans lesquels votre popotin ne rentre pas. Même si c'est joli, ça ira très bien à une autre femme. Pour vous, il y a d'autres vêtements et d'autres accessoires, peut-être encore plus beaux, qui vous attendent quelque part et qui vous iront mieux. Ils mettront votre morphologie en valeur, vous vous sentirez plus à l'aise dedans et donc plus confiante. C'est important la confiance. Quand on manque de confiance en soi, on a tendance à faire n'importe quoi et ça se ressent sur le budget. Bien entendu, ce conseil est valable pour tout le reste, la déco, les livres, l'électroménager, mais aussi le lieu de vie. Parfois, on paye un loyer alors qu'on déteste cet endroit et on ne sait même pas pourquoi on reste là. Si c'est votre cas, si vous payez un loyer alors que vous détestez l'endroit où vous vivez, il est temps de faire le point sur votre situation et sur ce qui vous pousse à rester à un endroit que vous détestez. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je vous conseille aussi d'investir dans du durable. Vous savez, lorsque j'étais accro aux bougies, ou plutôt lorsque je refusais de prendre ma vie en main en regardant les choses en face, je dépensais en moyenne plus de 100 euros dans des bougies que je regardais brûler. C'était des centaines d'euros par an qui s'envolaient littéralement en fumée. Maintenant, j'aime toujours autant les bougies, mais j'investis dans de beaux bougeoirs. Oui, j'ai un truc avec la lumière de bougie. C'est en lien avec ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle encore les années noires en Algérie. Vous savez, la guerre civile, les coupures d'électricité, tout ça. Les bougies me rassurent et m'apaisent. Et avoir de beaux bougeoirs me permet d'avoir de jolies pièces déco que j'aime regarder et avoir près de moi toute l'année, y compris quand je n'allume pas de bougie. Investir dans du durable signifie acheter des pièces de bonne qualité, de bonne fabrication, de bonne facture. Ce sont des pièces qui dureront dans le temps et pour certaines que vous pourrez transmettre. En guise d'exemple, j'aime prendre les sacs Chanel. Les sacs Chanel et les produits de luxe en général sont faits pour durer dans le temps. Ils sont faits pour être transmis. Ils s'inscrivent dans une histoire familiale, dans une histoire de génération, dans l'histoire d'un pays, dans l'histoire d'une culture. C'est ainsi, mesdames, que vous devez penser vos achats et votre vie. Est-ce que les décisions que vous prenez, les achats que vous faites, votre façon de dépenser votre argent sont cohérents avec vous? Est-ce que c'est cohérent avec la vie que vous êtes en train de construire? Posez-vous sérieusement ces questions, réfléchissez-y à tête reposée et améliorez les choses en ce sens. Avant chaque achat, posez-vous deux questions. Petit 1, est-ce que je vais vraiment l'utiliser régulièrement? Et petit 2, est-ce que cet achat me plaira toujours autant dans 3 mois, 6 mois, 1 an? Si la réponse à l'une de ces deux questions est non, n'achetez pas.
C'est ainsi que vous ferez des achats vraiment utiles et accessoirement beaucoup d'économies. Et si vous aimez cumuler les objets, parce que c'est tout à fait possible d'aimer ça, vous cumulerez des objets qui vous plaisent vraiment. Mesdames, je veux que vous compreniez que vos achats parlent de vous. Vos achats racontent votre histoire. Quel est l'achat que vous faites le plus, dont vous ne pouvez pas vous passer et qui vous semble vraiment utile, indispensable? Partagez-le en commentaire, ce serait assez intéressant, puis ça permet aussi d'en savoir un peu plus sur vous qui m'écoutez. Petit 3, l'erreur des économies illusoires. Pour nous vendre leurs produits, les magasins en tout genre, physiques et en ligne, ont une super idée, celle de faire des promotions et très régulièrement. Soldes d'été, soldes d'hiver, Black Friday, les promos de la rentrée, les promos d'anniversaire, etc., etc., etc. On nous vend de tout en gros ou à petit prix. Et nous, on se retrouve avec une bonne dizaine de paquets de pâtes, des boîtes de conserve qui resteront probablement au fond du placard parce qu'entre-temps, on aura pris la bonne résolution de mieux manger et qu'on aura souscrit un abonnement en ligne, en promo lui aussi, pour faire du sport et bien manger. Bien entendu, on a plein de lots de tout. Et il va falloir acheter des nouvelles boîtes et des nouveaux meubles pour ranger tout ça, parce que bah oui, on ne peut pas agrandir l'appartement ou la maison dans laquelle on vit. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Je pense que oui. Acheter des choses en solde ou en grande quantité en pensant qu'on économise de l'argent est une erreur, alors qu'on ne fait qu'accumuler des dépenses supplémentaires. Non seulement ça nous fait dépenser plus d'argent parce qu'avec l'effervescence créée par la sensation d'avoir fait une belle affaire, on se croit plus riche qu'on ne l'est, vraiment, et on dépense de l'argent, mais en plus, en se disant qu'on dépense l'argent économisé et que ce n'est pas grave, pardon, mais en plus, on dépense pour quelque chose qu'on n'avait même pas prévu d'acheter. Dans mon livre Fini les dettes, je parle de la puissance des budgets contrôlés et des listes de courses précises. Ce n'est pas juste une habitude, c'est une façon de vivre qui permet d'éviter les dépenses cachées dans les fausses économies. Voici ce que je vous conseille. Et je sais que vous savez ce que je vais vous dire. Établissez votre budget mensuel et respectez-le quoi qu'il arrive. La pause budget hebdomadaire vous permet d'être concentré sur votre objectif financier, donc d'être plus discipliné et moins vulnérable face à cette horde de promotions et de soldes en tout genre. Avant de sortir faire vos courses, asseyez-vous. Respirez, prenez le temps de manger, de boire. Ça peut être juste un café, un fruit, peu importe. Ensuite, faites votre liste de courses et fixez-vous un budget. Ainsi, vous n'aurez pas envie de craquer sur quoi que ce soit. Vous irez faire vos courses sereinement et rentrerez tranquillement. Si, dans le magasin, vous voyez une promotion, assurez-vous qu'elle corresponde à un produit que vous vouliez acheter. Si ce n'est pas le cas, laissez-le en rayon. Si vous faites vos courses en ligne, faites-le à un moment où vous êtes repu, calme et concentré. De manière générale, gardez en tête que dans le commerce, tout est fait pour nous faire dépenser toujours plus d'argent. C'est l'une des raisons pour lesquelles je parle en utilisant des termes techniques, des termes de comptabilité, des termes de commerce et de marketing. Parce que je sais que le fait de tout glamouriser, de tout rendre sexy and fun, rend tout désirable et donc pousse à l'achat. Je le sais parce que j'ai étudié le marketing et le commerce. Petit 4, l'erreur du je mérite du neuf. Enfin, parlons de ce besoin de toujours acheter neuf, que ce soit pour les vêtements, les meubles, les appareils, etc. Même si j'ai toujours su qu'acheter neuf ne garantissait pas la longévité de l'achat, j'ai quand même longtemps tout acheté neuf. Dans un précédent épisode de ce podcast, je vous confiais qu'après mon divorce, j'ai meublé mon nouvel appartement entièrement à neuf. Pourquoi est-ce que j'ai meublé mon nouvel appartement entièrement à neuf? Parce que c'était plus confortable pour moi. À cette époque, Le Bon Coin était le site d'occasion et il ne proposait pas encore le service de livraison. Avec ma santé, j'ai privilégié pour mon confort et ma sérénité. J'ai donc tout acheté neuf et là, ça en valait le coup. Mais en 14 ans, les choses ont beaucoup changé et dans le bon sens. En effet, les sites d'occasion sont plus nombreux, les brocantes, les friperies, les vides-greniers et autres vides-maisons se généralisent. Donc, il est plus facile d'acheter d'occasion. L'achat d'occasion est un choix écologique, éthique et économique. Voici ce que je vous conseille. Changez la phrase je mérite du neuf par je mérite ce qu'il y a de mieux. Je mérite ce qu'il y a de plus beau. Je mérite la qualité. Croyez-moi, ça va vous changer votre rapport à l'argent et donc votre vie. Il y a des produits neufs qui sont moches et de mauvaise qualité. Voilà, il faut l'accepter. Comparez les prix pour avoir le meilleur rapport qualité-prix, que ce soit en neuf ou en occasion.
Utilisez des plateformes d'achat et de vente d'occasion pour des achats réfléchis. Vous pourriez être surprise de voir la qualité et la variété disponible. Cinquième nouvelle erreur, l'erreur du j'ai besoin de me former, j'ai besoin d'apprendre, de me faire accompagner ou coacher. Je vous en parle parce que vous êtes de très nombreuses lectrices à m'avoir dit que vous vous êtes fait avoir, que vous avez dépensé de l'argent pour rien. Et je vous ai toujours répondu la même chose. C'est aussi mon cas. Je vous le dis très sincèrement, cette erreur m'a coûté plusieurs milliers d'euros. À force de voir des formations et des accompagnements en ligne pour tous les sujets, dans tous les domaines, on finit par croire qu'on en a besoin, qu'il faut faire une formation, qu'il faut être accompagné. Et c'est très dangereux. C'est dangereux pour nos finances, surtout quand la formation ou l'accompagnement n'était pas prévu. C'est dangereux pour la confiance en soi, parce qu'on finit par croire que de parfaits inconnus savent mieux que nous surtout. On les laisse nous juger. On les laisse nous dire quoi faire et comment le faire. Je vais vous citer deux exemples que j'ai personnellement vécus pour étayer mon propos. Exemple 1. Après la naissance de mon second enfant, j'ai acheté une formation pour créer un site de vente en ligne. J'en bégaye tellement j'en reviens pas d'avoir fait ça. Un truc que je savais déjà faire. Mais à ce moment-là de ma vie, j'étais épuisée et prête à tout pour sortir la tête des couches. Il y a aussi le fait que j'ai toujours besoin d'apprendre parce que je suis ce qu'on appelle une haut potentiel intellectuel et que je voulais atteindre plus vite mes objectifs. À la même époque, deuxième folie, je me suis formée sur l'argent en pensant que j'allais apprendre un truc incroyable, un truc que je ne connaissais pas. Mais en réalité, j'étais la personne la plus avancée du groupe. Je n'avais aucun problème financier et j'étais déjà en sécurité financière. J'ai donné de l'argent, comme ça, hop. Exemple 2. Quand je me suis formée à la sous-location légale, j'avais déjà beaucoup de connaissances en immobilier et en marketing. Mais j'avais besoin là d'apprendre comment faire de la sous-location légale. Là, c'était un vrai besoin. Le hic, c'est que les coachs de cette formation travaillent du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. Donc, pour faire valider des logements visités le week-end, par exemple, je devais attendre le lundi et le mardi. Et c'est comme ça que, patatras, deux superbes apparts me sont passés sous le nez. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Ce que j'ai compris après coup, c'est que je ne cherchais pas tant la formation ou l'accompagnement. Moi, ce que je voulais, c'était ne plus être seule. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une voie solitaire, tout comme l'écriture. Et moi, j'ai besoin de connexion humaine, j'ai besoin de vrais contacts humains. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté la sous-location légale. Donc, j'ai arrêté de payer 500 à 650 euros par mois tous les mois. Et je me suis lancée dans mon propre projet. Résultat, aujourd'hui, j'ai retrouvé confiance en moi. Je m'appuie sur mes connaissances et mes compétences. Je continue d'apprendre gratuitement, tout comme vous le faites grâce à ce podcast. Et je développe mon parc immobilier dont je suis propriétaire. Quant à la connexion humaine, eh bien, je me coupe des réseaux sociaux et je vis la vraie vie. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est, petit 1, avant de chercher à vous former ou à vous faire accompagner, posez-vous la bonne question. De quoi ai-je envie dans ma vie? De quoi ai-je envie dans ma vie? Cette question est très puissante. Donc, quand vous allez vous la poser, que vous allez y réfléchir, coupez-vous de tout. Vraiment, faites cet exercice au calme. Est-ce que votre vie actuelle vous convient? Si vous ne pouviez changer qu'une seule chose, qu'est-ce que ce serait? Et si vous ne pouvez améliorer qu'une seule chose, qu'est-ce que ce serait? Vous voyez, il y a une différence entre changer, qui sous-entend qu'on laisse quelque chose derrière toi, et améliorer, qui est le fait de garder la chose et d'en faire une chose meilleure. Petit B. Ensuite, parlez-en autour de vous. Une fois que vous avez identifié ce que vous voulez changer ou améliorer, parlez-en à vos proches. Parfois, il suffit juste d'un petit ajustement et pas besoin de payer une formation en ligne, quel que soit son prix. Voici un autre exemple très simple. Je suis musulmane. En tant que femme, j'ai menstrué tous les mois. Je connais mon cycle menstruel et je sais qu'à certaines périodes du mois, j'ai plus de mal à me concentrer pendant la prière et même parfois à faire mes prières. J'en ai parlé à mon mari et je lui ai demandé de m'aider à rester constante dans la prière. De plus, j'organise mon quotidien pour que mes 5 prières quotidiennes restent ma priorité. S'il s'agit de changer de travail ou changer de lieu de vie ou encore de vous lancer dans un projet, le simple fait que vous y pensiez suffit à mettre les choses en œuvre. Avant de payer quoi que ce soit, qui que ce soit, établissez votre plan, votre propre feuille de route. Vous en êtes capable. Ensuite, passez à l'action.
Plus tôt dans cet épisode, je vous expliquais que le marketing permet de tout vendre. Le fait d'avoir un flot continu d'informations entre les mains grâce à nos smartphones nous fait perdre confiance en nous et nous pousse à nous en remettre toujours aux autres, à des inconnus en plus la plupart du temps. Mais la plupart du temps, même très très souvent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on donne notre argent à des inconnus, on leur fait confiance sans être sûr qu'ils seront à la hauteur de nos attentes, ni qu'on atteindra nos objectifs. Et je vais vous dire une dernière chose assez aberrante, qui est censée apparemment rester secrète. Dans le monde fabuleux du coaching, les coachs considèrent qu'ils n'ont pas d'obligation de résultat. C'est d'ailleurs probablement pour ça que les coachs de la formation IMO que j'ai faite n'étaient pas dispo en dehors des horaires de bureau. Alors que c'est à ces horaires-là qu'on fait les visites. Ça n'a aucun sens. Quand je dis qu'ils n'ont pas d'obligation de résultat, c'est-à-dire que dans leur tête, ils considèrent qu'ils vous donnent l'information, que vous en faites ce que vous voulez, qu'ils vous poussent, qu'ils vous coachent, donc ils vous poussent un peu à y arriver. Mais fondamentalement, pour eux, c'est pas grave. Ils ont vendu la formation, ils ont vendu l'accompagnement, ils ont encaissé l'argent. Que tu y arrives ou pas, en réalité, c'est pas vraiment leur problème. Ça ne les empêchera pas de dormir, quoi. Petit 3, apprenez par vous-même dans la vie réelle. Parce que sur le net, il y a trop d'informations. Et quand on se lance dans un domaine qu'on ne maîtrise pas ou peu, on finit par croire tout ce qu'on entend, même si c'est faux. Commencez par les bibliothèques pour les livres gratuits. Les bibliothécaires aiment leur métier et sont de très bons conseils. C'est de la formation gratuite. Ensuite, rencontrez les gens dans la vraie vie, autour d'un café ou d'un repas pour discuter. Je pense que tout n'a pas à se monétiser en fait. On ne va pas toujours vendre nos connaissances via des formations. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast gratuit, parce que je le dis, tout n'a pas à se monétiser. Enfin, achetez des livres, lisez les livres, appliquez ce que vous avez appris. Concernant l'argent, concernant les finances personnelles, mon livre Fini les dettes est le plus complet, en tout cas pour la francophonie. Il est complet, il est simple, pratique et il vous fait passer à l'action à chaque fois que vous apprenez une nouvelle information grâce aux différents tableaux à remplir et les actions à mettre en place immédiatement. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Petit sixième erreur, l'erreur du je vaux moins que les autres. Je vaux moins que les autres. Là, honnêtement, je ne savais pas du tout comment intituler cette erreur. Et je ne savais tellement pas comment l'intituler que j'en ai bégayé. L'erreur du je vaux moins que les autres. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Quand on pense moins valoir que les autres, on fait d'horribles choses à notre rencontre. On se fait du mal. Quand on est persuadé qu'on ne vaut rien ou qu'on vaut moins que les autres, voilà ce qu'on fait. On leur offre des cadeaux, même si on ne s'entend pas avec eux, comme pour acheter leur approbation, leur attention ou leur amour. On finance des choses qui ne nous concernent pas ou qui ne nous plaisent pas. On fréquente des gens et des lieux qui ne nous correspondent pas, qui ne nous plaisent pas. On mange mal, on dort mal, car on se nourrit mal. Avoir une faible estime de soi nous pousse à consommer n'importe quel type de contenu. On nourrit notre esprit, nos pensées de choses nauséabondes. Pour ça, pour ce type de nourriture intellectuelle, auquel on devient vite accro, soyons honnêtes, on souscrit à des abonnements. Croire qu'on vaut moins que les autres fait dépenser plus d'argent dans des choses qui n'apportent rien de bon. C'est exactement ce que je faisais pendant mon premier mariage. Je finançais la vie d'un homme qui ne me respectait pas, qui se comportait mal dans tous les aspects de sa vie et qui me faisait du mal. Résultat, je me suis retrouvée seule avec mon enfant et plus de 12 000 euros de dette. Cette période de ma vie était horrible et je déteste en parler. Je le fais ici parce que je sais qu'il y a des femmes prises au piège de ce genre de relation et que ça risque de virer au drame si vous restez. Mesdames, prendre le contrôle de votre argent vous permet d'être aux commandes de votre vie. Voici ce que je vous conseille. Petit 1, listez objectivement toutes vos qualités. Je sais que ça peut surprendre comme conseil, mais faites-le, croyez-moi. Listez objectivement toutes vos qualités, absolument toutes. Qu'elles soient physiques, émotionnelles, psychologiques ou intellectuelles, listez-les. Faites-le maintenant. Mettez pause et faites-le. Faites la liste de vos qualités. Ensuite, petit 2, concentrez-vous dessus. Nourrissez vos qualités, développez vos qualités. C'est ça qui va vous permettre de vous occuper de vous-même, de voir quelle femme extraordinaire vous êtes, d'apprendre à vous connaître vraiment, d'apprendre ou de réapprendre à vous aimer profondément, inconditionnellement. Petit 3, écrivez et répétez ces mantras. Je suis une femme importante. Je vaux de l'or. Je suis précieuse. Je suis aimée. Petit 4, faites des choses qui vous font du bien à vous.
C'est ainsi que vous cesserez de chercher l'approbation des autres. Vous n'avez pas besoin des autres pour vivre. Pour vivre, pour exister, pour être, il faut que votre cœur batte et que votre cerveau fonctionne. Pour tout le reste, c'est vous qui décidez. Quel que soit votre état de santé, quel que soit l'état de vos finances, quel que soit votre niveau social, la couleur de votre peau, votre style vestimentaire, votre culture, votre culte, peu importe. Votre cœur et votre cerveau fonctionnent, alors vous pouvez y arriver, à votre rythme. Comme nous venons de le voir, j'ai probablement fait toutes les erreurs à ne pas faire. Si je ne les fais plus aujourd'hui, c'est parce que je me suis mise au centre de ma vie. J'ai réappris à avoir confiance en moi et en mes capacités. Mais il a d'abord fallu que je me pardonne mes erreurs et que j'accepte de progresser. Ce qui nous amène naturellement à la deuxième partie de cet épisode. Partie 2, savoir se pardonner et progresser. En partageant mes erreurs, j'espère surtout vous encourager à avancer sans culpabilité. Faire des erreurs, c'est normal, mais c'est en apprenant de ces erreurs qu'on grandit. Retenez ceci, chaque erreur est une leçon en devenir. La liberté financière, c'est aussi un cheminement où on apprend à mieux gérer ses finances petit à petit. Concrètement, comment se pardonner? Comment arrêter de culpabiliser? Comme je vous l'explique dans mon livre Fini les dettes, la culpabilité ne sert à rien. Pour information, voici la définition de culpabilité que vous retrouvez aussi dans le livre. Culpabilité, sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Dans bien des situations, nous avons tendance à nous sentir coupables. Ce sentiment de culpabilité peut parfois prendre des proportions démesurées, au point où nous arrivons à nous sentir coupables de tout ce qui arrive de mal dans la vie, y compris dans celle des autres. Voici quelques pistes pour ne plus culpabiliser. Petit 1, comprenez une bonne fois pour toutes que la culpabilité ne sert à rien. Acceptez d'avoir fait des erreurs et engagez-vous à ne pas les refaire. Concentrez-vous sur ça et avancez à votre rythme. Petit 2, remettez les choses dans leur contexte. Vous ne pouvez pas être responsable de tout le temps. C'est juste impossible. Tout n'est pas votre faute. Il y a des impondérables dans la vie qui nous échappent et il faut l'accepter et vivre avec. Petit 3, apprenez à ne pas donner aux choses, aux gens et aux événements plus d'importance qu'ils n'en ont vraiment. Je sais que ça peut être difficile car cela signifie être en mesure de se détacher émotionnellement. C'est un travail à faire sur soi-même et ça demande du temps. Mais quand on y arrive, on se sent plus libre, libre émotionnellement, psychologiquement, intellectuellement. Si bien qu'on ne va plus se ruer pour acheter la paix, entre guillemets. Petit 4, définissez vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Ressasser ses erreurs ou avancer? Petit 5, continuez à faire de votre mieux, toujours. Petit 6, améliorez votre rapport à l'argent. À ce propos, le deuxième épisode de ce podcast est une véritable mine d'or pour y arriver. Petit 7, comprenez et acceptez ceci. L'argent est un outil nécessaire pour avoir tout ce qu'on veut dans cette vie et aider les autres. Petit 8, le bonheur et l'argent ne sont pas liés. L'argent contribue au bonheur car il finance, il paie les choses qui nous rendent heureuses. Quelle est l'erreur de consommation que vous ne voulez plus faire? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour y arriver? Partagez-le en commentaire et n'oubliez pas, on avance ensemble. Il est maintenant temps de faire le bilan de cet épisode, ce qui nous amène à la partie 3, bilan. Tout le monde commet des erreurs. Les femmes n'en font pas plus que les hommes et inversement. Ce que je veux que vous reteniez de ce 7e épisode, c'est que faire des erreurs est la preuve qu'on essaie. Quand on a identifié une erreur ou une mauvaise habitude financière, on met des choses en place pour ne plus le refaire. Mettez-vous au centre de votre vie en commençant par nourrir et développer vos qualités. La culpabilité ne sert à rien. L'argent est un outil qui permet d'avoir tout ce que vous désirez dans cette vie. Le meilleur moyen pour y arriver est d'apprendre tout ce qu'il y a à voir sur l'argent, tout ce qu'il y a à savoir sur l'argent. Ce podcast Fini les dettes et le livre éponyme sont là pour vous aider et vous accompagner dans votre cheminement vers la liberté financière. Cet épisode est maintenant terminé, j'ai adoré l'enregistrer. Si cet épisode vous a parlé, vous a inspiré, pensez à le partager à au moins une femme autour de vous. Je suis certaine qu'elle vous remerciera. Cela pourrait vraiment faire la différence pour elle et ça me touche toujours de voir cette chaîne de solidarité se former entre vous.
Mesdames, n'oubliez pas de vous abonner, de suivre mes épisodes et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour des échanges et des conseils en direct et puis pour revoir, pour connaître toute l'étendue de mon travail. La semaine prochaine, dans le 8e épisode de ce podcast, nous parlerons d'un sujet très important, surtout en pleine crise climatique. Acheter neuf ou d'occasion, les deux choix écolo et financiers pour bien s'équiper. Je partagerai avec vous mon expérience et mes meilleurs conseils dans ce domaine. On se retrouve donc mardi prochain sur ma chaîne YouTube à 14 heures. Merci infiniment pour votre écoute et rappelez-vous, la liberté financière est possible et elle commence ici et maintenant. Bye bye.